Regardez les frugivores. Ils ont les os qui cassent comme du verre. Avouez-le la vérité. Dans les faits ou dans la théorie? De toute façon, quand on arrive à faire mourir des enfants dans des berceaux, oui, on est criminel, bien entendu. Les aliments n'ont pas de pouvoir détoxicant. C'est la vie qui a un pouvoir détoxicant. Ton mari va pas tenir, il va claquer. Non, c'est le chef des crudivores qui le soigne, il ne peut pas être mal, mais il est mort. Il est mort dans un état squelettique comme les autres. La carence en zinc du végétalisme entraîne une distanciation par rapport à la réalité. Ces gens-là planent. Que ce soit le crudivorisme de l'allemand Schlitzer, que ce soit l'instinctivorisme de Guy-Claude Burger, le Suisse, que ce soit l'alimentation spécifique et naturelle de Pierre-Valentin Marchesso, qu'est-ce qu'il y a après 2-3 ans? La première année, il y a une perte de 3 à 5 kilos, et les années suivantes, de 2 kilos. Et au bout de 10 ans, on a affaire à quoi, s'il vous plaît? À des zombies. En nutrition, tout ce qui est systématique est faux. Que ce soit défendu par des grands noms ou par des petits noms. Alors pour continuer, certains disent que les intestins seraient notre véritable cerveau, et donc de cette manière notre alimentation, la qualité de notre alimentation et de notre digestion induirait notre état émotionnel et même peut-être nos pensées, notre caractère et nos pensées. Vous savez, il y a longtemps qu'on sait l'importance du tube digestif sur le mental. Déjà dans les années 45, vous voyez, celui qu'on appelait Jung, un des pères de la psychologie, parle pas de Freud, mais de Jung, avait été très impressionné. On lui avait montré qu'en prenant des toxines de paracolie, des bactéries intestinales, selon la variété, et en les injectant en sous-cutané, selon la variété de toxines prélevées, les individus faisaient des rêves merveilleux ou parfois des cauchemars. Donc l'influence de l'intestin était déjà élaborée. Plus tard, un médecin suisse, dans un livrage qui s'appelle La Balance tropique, je crois que c'est Elmager, il me semble, son nom, il me semble, a montré que si l'on prend une araignée, on la met dans une cage de verre, l'araignée tisse une jolie toile, elle attend la mouche qui vient ou ne vient pas. Si on donne à l'araignée tous les jours une goutte ou deux du sang d'un schizophrène, la toile devient schizophrénique. C'est vrai. Mais bien sûr, toute chaotique, mais bien sûr, c'est là-dedans aussi. Déjà, ensuite, d'autres expériences ont été faites. Les rats ont bien sûr peur d'un chat. Mais vous infectez un rat avec la toxoplasmose et il n'a plus conscience du danger, il va jouer avec le chat. Donc un rat infecté par la toxoplasmose perd le contrôle, son esprit perd le sens du danger. Ensuite, dans un livre qui s'appelle Équilibre psychobiologique et oligo-aliments, pas oligo-éléments, oligo-aliments, Karl Pfeffer et Pierre Gontier. Ces deux auteurs ont montré en Amérique que en chélatant, en empêchant de pénétrer dans l'organisme le mercure, le plomb, l'aluminium par exemple, et en apportant un supplément de magnésium, de vitamines du groupe B, surtout B6, ils sont arrivés à améliorer, à guérir certains schizophrènes et certains déments, simplement par la nutrition. D'autre part, les savants russes avaient montré il y a une quarantaine d'années que des fous qui refusaient de se nourrir, ils ont eu la curiosité de voir jusqu'où ça irait. Ils ont laissé jeûner spontanément. Certains fous ont jeûné 30-40 jours et certains ont été totalement guéris par le jeûne. Donc on voit bien l'importance de la détoxication sur le mental. Donc on le sait tout ça. Et puis, bien sûr, on sait maintenant que lorsque la caséine du lait
où le gluten des céréales n'est pas totalement désintégré en acides aminés, les produits intermédiaires ont une action extrêmement délétère au niveau du cerveau et même des glandes endocrines, bien entendu. D'où l'importance d'une digestion correcte du gluten et de la caséine. Maintenant, il faut savoir aussi que la teneur en gluten, pour des raisons de panification, le gluten, c'est la partie protéique de l'enveloppe du grain de blé. Ce gluten, il permet dans la pâte de gonfler lors de la panification. Et alors, on a cherché de plus en plus des moyens de panification, de sélection, pour que les céréales contiennent de plus en plus de gluten. Elles en contiennent, je crois, 4 à 5 fois plus qu'il y a une centaine d'années. Donc, ce ne sont plus les céréales normales. Hein? Alors, donc, certains individus ne métabolisent pas le gluten, ni la caséine, ni l'albumine de l'œuf. Et là, quand ce n'est pas totalement métabolisé en aminoacides, les produits intermédiaires sont toxiques, ce qu'on appelle les caséomorphines ou les glutéomorphines, qui agissent sur le cerveau, mais ce n'est pas général. Vouloir enlever le gluten à tout le monde est une aberration. En fait, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait certains individus qui aient des intolérances au gluten, nous dire que le gluten est généralement pour tout le monde quelque chose de toxique. Pas du tout, mais c'est faux ça. C'est seulement, c'est absolument faux. D'ailleurs, la vie est tellement perturbée, si vous prenez plus de gluten, c'est un sacerdoce manger sans gluten. Autant ne pas manger sans caséine, bon. Vous pouvez arriver à tirer un trait sur les fromages. On vit dans un pays où les fromages sont délicieux. Moi, je l'ai fait. Je mange du fromage 2-3 fois par an, peut-être. Donc, j'ai tiré un trait là-dessus. Mais sur le gluten, c'est extrêmement dur. Vous êtes obligé de prendre ces galettes sans gluten. C'est dégueulasse, il faut le dire. C'est dégueulasse d'un point de vue gustatif. Donc, non, mais bien entendu, quelqu'un qui a des problèmes de santé, il a essayé plein de choses. Ça ne va pas, il arrête le gluten 3 semaines, et s'il est guéri, ou s'il va beaucoup mieux, ben c'est clair. Effectivement, il est intolérant ou allergique au gluten. Tout simplement. Mais l'absurdité, c'est de faire ça à tout le monde. On m'a déjà dit que le gluten, ça rendrait irritable, violent, colérique, le gluten. Ou le pain. Non. Ah, oui, certainement. Pour les gens qui ne le métabolisent pas. Ah, bien sûr, si on ne métabolise pas, bien entendu. C'est comme l'exercice, ça peut tuer. Alors, vous prenez un tuberculeux qui est cardiaque à d'activité, vous lui faites courir de 100 mètres, il claque. Donc l'exercice le tue. Mais parce qu'il était cardiaque. Attention, ça va. Donc le gluten a tous les inconvénients dont on le part, si on ne le métabolise pas. Mais si on le métabolise, il n'a aucun inconvénient. Et alors, comment est-ce qu'on se diagnostique une intolérance au gluten ? Ben écoutez, c'est très simple. Vous voyez ma petite histoire. La nuit, je toussais, mais des quintes de tout, mais vraiment à rester des instants sans respirer, à avoir la mort de près. C'était vraiment grave. Bon, j'ai essayé 36 choses, 36 traitements, ça ne marchait pas. Je vais voir quelqu'un qui était un ami à cette époque, un très célèbre homéopathe de Paris. Il est toujours très célèbre, bien sûr. Mais alors, il me traite, lui aussi, sans aucun résultat. Et je me dis, et si par hasard, c'était gluten ? Et là, je prends en diététique quelque chose pour remplacer le pain. Je prends plus de pâtes, plus rien. En 3-4 jours, plus rien. Fini, terminé. Donc, je mange sans gluten. Pourquoi ? Parce que je ne tolère pas. Mais il serait absurde que je demande à tout le monde de faire ce que je fais. Enfin, je dis, je mange sans gluten. Il y a des moments où j'en ai marre. Et j'aime tellement le pain, je peux vous dire que quand je mange du pain, c'est mieux que manger un gâteau. Non, c'est très pénible. C'est hyper pénible de manger gluten. L'aberration de manger sans gluten si on n'est pas obligé. Moi, je le fais parce que, la nature m'a obligé. Hein? Mais je vous dis, de temps en temps, le matin, je vais prendre 2 croissants beurre, j'en peux plus. C'est horrible sans gluten, c'est horrible. Effectivement, le gluten a tous les défauts dont on le part, si on ne le métabolise pas. Comme l'exercice peut être mortel pour un cardiaque extrêmement avancé. Mais ce n'est pas l'exercice qui est nuisible. C'est parce que c'est contre-indiqué pour telle personne. D'accord, très bien.
Bien sûr. Alors, l'alimentation végétalienne prétend par ses vertus ouvrir l'esprit à la spiritualité, mais on en a déjà parlé. Elle prétend par ses vertus quoi Ouvrir l'esprit à la spiritualité. C'est la personne qui dit ça n'a pas approché des quantités de végétaliens. Je vais vous le dire. Ils sont très intolérants en général. Voilà, très intolérants. Vous savez, de toute façon, tout ce qui est extrême est faux. Tout ce qui est extrême est faux, que ce soit dans les doctrines psychologiques ou alimentaires ou autres. Tout ce qui est extrême est faux. Tout ce qui obsède un individu, tout ce qui l'obsède mentalement est faux. Et cela, je vous assure que ça obsède. On se rend compte en s'intéressant un petit peu à toutes ces modes alimentaires extrêmes qui se veulent en plus totalisantes. C'est-à-dire que à partir du moment où on passerait à ce régime alimentaire, on réglerait tous nos problèmes dans notre vie, que ce soit psychologique, physique, spirituel. Et malgré tout, on se rend compte finalement que ces gens sont centrés constamment sur leur digestion, sur leurs intestins, sur ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et ça devient des obsédés. Bien sûr. Regardez, pour vous dire à quel point ils mentent, un exemple très simple, à quel point ils sont menteurs. Les tenants de la discipline végétalienne disent que quand on est végétalien, une femme a un lait abondant quand elle allait. Or, justement, les femmes végétaliennes n'ont pas de lait. Vous voyez, ce n'est pas de l'ignorance. Pas du tout. C'est un mensonge délibéré. C'est autre chose, l'ignorance. Là, il s'agit d'un mensonge délibéré. Et quelquefois, les femmes végétaliennes, quand elles ont du lait, quand elles allaitent, elles s'évanouissent. Vous voyez, il ne s'agit pas d'ignorance, il s'agit de mentir délibérément. C'est criminel. Hein? C'est criminel comme comportement, d'engager des gens sur des choses en leur enfin, mentant délibérément. De toute façon, quand on arrive à faire mourir des enfants dans des berceaux, oui, on est criminel, bien entendu. C'est comme le monsieur dont on parlait, il est certainement sincère. Mais pas de protéines animales. D'abord, Burgère, si j'ai bien compris, lui-même l'a mis en garde. Même Burgère l'a mis en garde, oui. Burgère, on ne va pas discuter de Burgère. Donc, enlever les protéines animales et se gaver de fruits, de jus de fruits, je crois qu'il enlève aussi les céréales, je crois. Oui. C'est très grave. Oui, parce je crois qu'il permet les céréales fermentées. Il nous dit c'est de la colle fermentée. Ouais, il nous dit c'est de la colle, ça va se coller sur les parois des intestins et du coup après on ne métabolise plus correctement. Quel simplisme. Les céréales. L'amidon est digéré en glucose, il faut qu'il le sache. Justement, on n'a pas parlé du dissocié, on pourra en parler si vous voulez, bien sûr. Alors oui, dans le cadre de ces fameuses théories de la désintoxication ou la détoxination, alors il y a plusieurs sortes de pratiques qui sont conseillées à l'heure actuelle par certains, dont ce monsieur Thierry Casasnovas. Par exemple, utiliser abondamment des jus de légumes défaits de leurs fibres avec des extracteurs de jus. Et dans le même temps, donc ça c'est par voie haute, et par voie basse, il conseille d'utiliser des lavements ou de l'hydrothérapie du côlon. Et alors, par contre, c'est pas très clair sur la fréquence de ces usages. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vais vous expliquer comment se fait la désintoxication. Voyez. Il y a dans l'organisme vivant un potentiel vital homostasique. Une force de vie qui dirige tous les grands mécanismes de la vie. Or, il se trouve que la vitalité d'un être humain ne peut pas dispatcher avec autant d'intensité dans plusieurs directions à la fois. Il y a par exemple dans l'organisme, il y a la fonction qu'on appelle l'anabolisme. Mastiquer, digérer, absorber et enfin assimiler.
Et puis après, c'est l'anabolisme. Et puis après, il y a l'utilisation, le métabolisme. Il y a le métabolisme. Et après, il y a le catabolisme, l'élimination des déchets par la cellule qui passent dans le sang et puis qui après est rejeté dans les émonctoires. Donc il y a l'anabolisme qui permet la construction cellulaire et les éliminations, le drainage qui permet la détoxication. Or, il se trouve que plus vous demandez à l'anabolisme, moins l'organisme peut éliminer. Et plus on diminue l'anabolisme, plus les éliminations s'activent. Par exemple, demain matin, vous êtes chez vous, vous ne mangez pas, vous buvez que de l'eau. Même chose à midi. À 5 heures, vous avez très mauvaise haleine. Et vous urinez, au lieu d'uriner jaune, ambré, vous urinez brun, peut-être marron, presque noir. Que s'est-il passé? Comme vous avez mangé moins, l'organisme a éliminé plus. C'est pour ça qu'une diète à 6 jus de carotte désintoxique moins qu'une diète à 5 jus de carotte, qui elle-même désintoxique moins qu'une diète à 1 jus de carotte, qui elle-même désintoxique moins qu'une diète à 0 carotte. Moins vous mangez, plus vous éliminez. Et c'est pour ça qu'une diète à l'eau désintoxique encore plus qu'une diète au jus de légumes. Les aliments n'ont pas de pouvoir détoxicant. C'est la vie qui a un pouvoir détoxicant. Et moins vous sollicitez la vie sur un plan, plus elle devient effective sur un autre plan. C'est pour ça que quand vous avez mangé, vous êtes somnolent. Parce qu'une partie de l'énergie vitale est retirée de l'appareil musculaire pour être dispatchée sur le tube digestif. Précisément, ça c'est intéressant, c'est un point intéressant. Ce que disent et les végétaliens et les crudivores, c'est que finalement, si après avoir mangé, on a un coup de barre, c'est que notre alimentation n'est pas adaptée. Mais pas du tout. Mais pas du tout, puisque les animaux qui mangent de l'herbe, vous mangez des fruits, les animaux, eux aussi se couchent après les repas, ils font une sieste. Ils font une sieste. Mais non, c'est un dispatching vital. Par exemple, comment? Par exemple, vous prenez un enfant, il y a une balance entre l'anabolisme et l'immunité, par exemple. Vous prenez un enfant qui mange toute la journée, il fait des infections, même vivant au milieu de la Sologne, ou au bord d'un lac en Savoie. Vous enlevez les entre-repas et vous l'amenez à Paris, dans un air 1 million de fois plus pollué, il ne fait plus d'infections. Ce n'est pas l'extérieur qui le pollue. Les bactéries sont en nous. Les bactéries sont en nous. Elles sont détruites en permanence par le système immunitaire. Mais ce système immunitaire peut recevoir plus ou moins un certain quantum d'énergie. Et quand vous mangez, quand la vitalité est dispatchée sur le tube digestif, elle est soustraite du système immunitaire. Regardez, vous allez comprendre. Je cherche des exemples pour mieux comprendre. Quand vous avez un rhume banal, c'est une fièvre, c'est une infection légère. Vous mangez, vous avez encore de l'appétit. Mais il y a une grippe sévère, vous n'avez plus faim. Ce n'est pas les bactéries, ce ne sont pas les virus. Dans la grippe sévère, l'organisme a besoin de toute sa vitalité pour vaincre l'infection et il retire la vitalité de l'appareil locomoteur, on est claqué, et il retire la vitalité du tube digestif pour la dispatcher sur le système immunitaire. Voilà. Et c'est pour ça c'est un problème de dispatching vital. Et c'est pour ça que les grands-mères faisaient des bouillons et des soupes quand on était malade. Mais oui, il n'y a plus de travail digestif, voilà. Quasiment. Et l'avantage sur le jus de fruits, c'est que c'est ingéré chaud. Ça évitait la dépense sur le plan de l'énergie calorique. Regardez, vous avez un individu, un Parisien. Il est à Paris, il respire son air pollué, il est dans un endroit très pollué, mais c'est un chasseur. Il part l'automne chasser en Sologne. Il est à Paris, il est bien, il n'est pas malade. Il part en Sologne avec des amis, il fait très pâle, il fait très beau, c'est l'automne, il est pas s'habiller, il va à la chasse, il se fatigue, il ne se rend pas compte de sa fatigue, puis à un moment donné, il s'écarte, il perd ses copains. Il peut glacier, lui tombe dessus, le temps qu'il est, qu'il trouve un refuge, il reste à grelotter plusieurs heures. Le lendemain, il est au lit avec une pneumonie. Il n'a pas été contaminé par des bactéries dans l'air de la Sologne. Il y en a 1000 ou 1 million de fois moins qu'à Paris.
Ces bactéries étaient en lui. Mais toute sa vitalité a été dispatchée à lutter contre le froid, à maintenir sa thermie, et de ce fait, la vitalité a été retirée du système immunitaire pour maintenir la température centrale. Et là, les bactéries ont proliféré. 1000 exemples comme ça. Vous pouvez, pour ça, vous guérissez les infections par l'alimentation, pas par une alimentation particulière, mais en renvoyant au système immunitaire l'énergie, la vitalité dont il était. C'est un dispatching vital. C'est le balancement anabolisme de l'immunité. Les crudivores nous disent que la cuisson, c'est du poison pour l'organisme. La cuisson... C'est exactement le contraire. Pierre Valentin Marchesson disait avec ses disciples, qui mange cru, mange juste. Mais non, qui mange cru, mange faux. On va voir pourquoi. Le raisonnement était le suivant. Dans la nature, les animaux mangent cru et se portent bien. Donc, si l'être humain mange cru lui aussi, il va aussi se bien porter. Parce qu'il va garder les vitamines, des enzymes, etc. qu'il y a dans l'aliment cru. Alors, pourquoi c'est faux? Pourquoi l'être humain doit manger en grande partie cuit? Simplement, parce que, comme c'est dans ce schéma, là, vous voyez, voilà, voyez, l'animal, la vitalité de l'animal est dispatchée à 75% sur le plan végétatif, mastication, digestion, absorption, assimilation, élimination. Sur le plan métabolique, 75% est dispatché sur le plan végétatif et 25% sur le plan cortical cérébral, à peine. L'animal est donc apte mécaniquement et enzymatiquement à digérer le cru. Il a une digestion extrêmement puissante pour digérer le cru. Par contre, l'homme, sa vitalité est dispatchée à 75% sur le plan cortical, cérébral, mental, psychique, et seulement à 25% à peine sur le plan métabolique, végétatif, digestion, absorption, assimilation, etc. Il ne peut pas dispatcher sa vitalité sur le plan métabolique. Et quand on cuit un aliment, le coefficient de digestibilité augmente de façon extraordinaire. Le coefficient de digestibilité d'une pomme de terre, qui est de 15, autour de 15-20%, passe à 95%. Pourquoi? Parce que la cuisson, entre les molécules d'amidon d'une pomme de terre, il y a des liaisons hydrogènes qui sont cassées par la cuisson. Donc il y a une rupture des liaisons hydrogènes. Et l'aliment, qui a perdu ses liaisons hydrogènes, devient plus apte à recevoir une molécule d'eau. L'hydrolyse, la fixation d'une molécule d'eau, se fait par les enzymes digestives. Donc quand un aliment est cuit, il devient plus apte à l'hydrolyse digestive. Donc la cuisson prédigère les aliments, ce qui est nécessaire à l'être humain. Un être humain pourrait manger cru s'il vivait sur une île du Pacifique, au soleil, avec de la musique, des massages, des jeux sexuels, etc. S'il vivait dans le calme et au paradis. Là, il pourrait peut-être être comme un animal. Mais là, il a une vieille mère infirme à s'occuper qui fait caca au lit. Il y a un feu rouge qui fait du bruit en dessous. Il y a un enfant qui peut être malade. Il y a le fisc qui est tombé dessus. Il y a la voiture qui est en panne. Il y a des responsabilités. Il y a peut-être des ouvriers à diriger. Tout ça mange toute la vitalité là. Il n'y a plus rien pour ici, à peine 25%. Et là, on doit cuire. Et c'est pour ça que il y a le cerveau mental pensant et il y a le cerveau organique. Si on ne cuit pas, le cerveau organique va prendre pour lui l'essentiel de la vitalité. Et il n'y aura plus assez pour le cerveau mental. La cuisson des aliments en soulageant le cerveau métabolique, le cerveau entérique,
le cerveau intestinal, en évitant le dispatching de la vitalité au niveau de ce cerveau-là, permet le dispatching au niveau cérébral, purement humain. En fait, la cuisson nous permet de mieux penser. C'est le contraire de ce qui est dit. Exactement. C'est le contraire. Donc en aucun cas, d'ailleurs, il y a les fêtes. Les fêtes, c'est quoi? Que ce soit le crudivorisme de l'allemand Schlitzer, que ce soit l'instinctivorisme de Guy-Claude Burger, le Suisse, que ce soit l'alimentation spécifique et naturelle de Pierre-Valentin Marchesso, qu'est-ce qu'il y a après 2-3 ans? La première année, il y a une perte de 3 à 5 kilos, et les années suivantes, de 2 kilos. Et au bout de 10 ans, on a affaire à quoi, s'il vous plaît? À des zombies. Des zombies. C'est quoi? Il y a une explication. Tout simplement, c'est que si vous ne cuisez pas, vous assimilez de moins en moins au niveau intestinal. L'intestin prend de moins en moins de nutriments. Et vous êtes sous-nourri. La cuisson est nécessaire à l'être humain, aujourd'hui. Ou alors, il faut qu'il retrouve le paradis. Voilà. Ce que disent par exemple les crudivores, c'est de dire la cuisson n'est pas naturelle et l'invention du feu aurait été une erreur terrible. Mais la montre qu'il porte et son téléphone portable et sa voiture, elle est naturelle? Pourquoi il n'est pas nu? Pourquoi il a une montre? Pourquoi il va écouter un concert? Pourquoi il regarde sa télé? L'homme a utilisé son intelligence, tout simplement. Il y a tout simplement les faits. Les faits. D'ailleurs, au Canada, tous les naturopathes et tous les crudivores qui ont voulu suivre des expéditions de trappeurs, ils ont tous dû s'arrêter en chemin ou manger des aliments chauds. Tous. Je le sais parce qu'il y a 30 ans, j'ai été faire des conférences à mes collègues. Mais non, il y a les résultats, il y a les faits. Est-ce qu'on connaît par exemple, est-ce qu'il y aurait un seul peuple qu'on connaît sur Terre qui n'utilise pas la cuisson? Qui n'utilise pas la cuisson? Non, je ne le connais pas. Voilà. Non, je ne le connais pas. Quelque part, je me dis... Même les Africains, même les gens qui vivent dans les pays chauds utilisent la cuisson. Ils utilisent tous la cuisson. Il n'y a rien de plus universellement partagé finalement. Peu importe le climat. Et voilà. Même... Non. Il y a les résultats. Les résultats du crudivorisme. Je me souviens, d'un de mes amis, c'était un ingénieur, je me suis mis très mal avec sa femme parce que je lui ai dit... Ton mari va pas tenir, il va claquer. Non, c'est le chef des crudivores qui le soigne, il ne peut pas être mal, mais il est mort. Il est mort dans un état squelettique comme les autres. 20% de cru suffit amplement à apporter les vitamines hydrosolubles, la vitamine C, les vitamines du groupe B nécessaires. Ça suffit largement. Largement. La cuisson est bénéfique à l'être humain. Dans les faits. Après, il y a les professeurs d'utopie nutritionnelle. Bien entendu. Il y en a bien un qui est venu ici, je n'ai pas été l'écouter. Il est venu raconter que depuis 4 ans, il n'avait pas mangé et pas bu. Et la salle applaudissait. Bon, comme quoi, on peut dire n'importe quoi. Ah, ça, c'est les respiriens, ça. C'est le respirianisme, ça. Ils vivent sans manger et sans boire. Bientôt, ils vont vivre sans respirer. Hein? Quand on est aux OZ, il y a bien longtemps qu'elle ne marche plus. Bon, attendez, tous ces gens-là, dans le monde des médecins naturels, ben, ils baissent plus. Ils n'ont plus de rapport sexuel. Ils n'en ont plus. Les crudivores, les femmes, elles sont toutes aménorrhiques. Les femmes n'ont plus de règles. La première chose qui se passe chez les crudivores, chez les dissociés, chez les végétaliens, c'est qu'il n'y a plus de règles chez les femmes. Vous savez qu'ils n'ont plus de règles, les femmes? C'est rarissime si elles gardent leurs hommes menstrues. Donc, déjà, les règles disparaissent. Chez les femmes, les règles, les menstrues disparaissent. Chez les hommes, il y a une perte de libido. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux carences. De carences protéiques, essentiellement. Essentiellement protéiques, bien sûr. Dès l'instant où vous manquez de protéines, la libido fout le camp. Mais là, parce que nous, on nous explique qu'avec le végétalisme et le crudivore, on nous explique que actuellement, l'humanité a des comportements sexuels compulsifs. Et que se ramener à l'alimentation qui est dite physiologique, c'est-à-dire végétalienne, nous ramènerait à une sexualité normale et apaisée. D'abord, il y a beaucoup à dire sur ce qu'on peut appeler la normalité, déjà, en 2 mots. Il faudrait savoir ce que ça veut dire. Mais alors, ils pensent que si on venait végétalien, quoi ça rétablirait la sexualité C'est ça, ils disent que... Ils peuvent le dire. Oui. Comme dit le clown, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Oui. En gros, la sexualité qu'on a actuellement...
elle est due à une mauvaise alimentation et que si on passe à une alimentation dite physiologique, c'est-à-dire végétalienne et ou crudivore, on arriverait à un état de pratique sexuelle normale. Qu'est-ce que c'est que normal pour eux? Voilà. C'est une fois par an peut-être. Ouais, voilà, sans doute. Hein? C'est une fois. Oh. Il n'y a qu'à regarder les singes omnivores. S'ils ont des rapports sexuels une fois par heure, c'est le radada tous les jours. Alors, l'intestin serait sali par des toxines, par exemple le gluten, qui ferait des plaques à l'intérieur de l'intestin, qui nous empêcherait d'assimiler correctement une alimentation alors si vraiment on est empoisonné totalement, bon, il est vrai que s'il y a une hyperperméabilité, comme tout le monde le dit, le sait maintenant, de l'intestin, il va passer dans le sang plus de macromolécules, plus de toxines que la normale, et qu'on risque certes un empoisonnement, mais bien sûr. Mais cela n'est pas dû au fait de manger de la viande ou ceci ou cela. Cela est dû au fait que l'intestin ne se repose pas, parce qu'on le sollicite à l'extrême. Les gens grignotent et ils mangent trop. Or, c'est précisément ce que font les frugivores. Ils mangent toute la journée, mais voilà, sans s'arrêter. Vous savez, mais juste, oui, ils mangent parce qu'ils ont faim. Justement, les carences entraînent la faim chronique. Or, quand vous avez fini un repas, le cerveau est renseigné sur le nombre de molécules et la nature des molécules qui sont dans l'estomac. Et pour une digestion normale qui dure pour l'estomac 4 à 6 heures pour un adulte, 3 à 5 heures pour l'enfant, une digestion normale, c'est ça. Il va programmer la digestion en amylase, en lipase, en protéase, etc. Or, si à 1 heure après le repas, vous prenez une noix, fût-elle biologique ou pas, une banane, une demi-banane ou une demi-pomme, fût-elle biologique ou pas, vous changez la nature biochimique du bol alimentaire en pleine digestion et la programmation digestive ne correspond plus à ce nouvel état que vous venez de créer. Et l'organisme est obligé de reprogrammer une nouvelle digestion de A jusqu'à Z, puisque vous avez créé un nouvel état biochimique. Exactement comme un couple qui part en vacances de Paris. On part en vacances pour aller à Saint-Tropez, et puis on arrive vers Lyon, ils partent avec les slips de bain, ils sont partis avec le hamac, ils sont partis avec la toile de tente, les trucs à bronzer, tout le bazar. On arrive à Lyon, puis elle dit, écoutez, elle dit à son mari, tu sais chérie, il y a trop de monde là-bas, je reçois du sable quand je bouquine, il y a la rade d'un tel, la fumée de l'autre. Après tout, on ne sera pas tranquille, c'est pas de rêve. Écoute, on va aller du côté on va aller à Ailfroide, à Ailfroide, en pleine montagne, là. Mais là, la programmation ne correspond plus. Il faut des chandails, il faut des brodequins, il faut des pullovers, des parapluies. C'est différent, là. Leur équipement ne correspond plus. Eh bien, quand on grignote, c'est ça. Si on mange 1 heure après le repas, l'équipement enzymatique ne correspond pas au nouvel état que l'on vient de créer. Et c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Donc, qu'est-ce qui est conseillé? 3 repas par jour? Combien? 3 repas, oui, c'est une bonne. Avec tolérance pour un fruit à 5h30 quand l'estomac est vide. Voilà. 3 repas, c'est une bonne chose. 3 repas, c'est plutôt normal. Un repas n'est pas bon. Vous voyez des naturopathes qui vous disent il faut prendre un petit déjeuner. Très bien. Prendre un encas vers 10h, des biscuits bio, ou des dattes, ou des choses comme ça, et vous mangez le midi. Donc en 4 heures, il faut 3 repas. En 4 heures. Et ils se disent, les disciples de Knapp, cet Allemand qui était pour un repas par 24 heures, ils en donnent 3 à 4 heures, eux. Comprennent qui pourra. Alors juste pour en revenir aux intestins, donc ces intestins qui seraient pleins de toxines, qui nous empêcheraient d'assimiler une nourriture physiologique, donc végétalienne, correctement, il faudrait les désintoxifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, il part une certaine quantité de toxines dans l'intestin, dans le sang, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut, c'est éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est l'hyperperméabilité de l'intestin. Il y a les cellules entériques, et puis il y a les microvillosités qu'on appelle la bordure de brosse. Il y a un passage des nutriments entre les cellules, c'est le passage paracellulaire et intercellulaire. Si il y a un écartement de ce qu'on appelle les jonctions serrées, il va passer dans le sang non seulement des nutriments,
des macromolécules, mais aussi des toxines. Il passe toujours des macromolécules, des molécules trop grosses. C'est pas des molécules, c'est des ensembles moléculaires plutôt. Mais ça a un rôle physiologique en stimulant le système immunitaire. Mais point trop n'en faut. S'il passe trop, ça peut déclencher des processus auto-immuns ou des processus inflammatoires. Mais cela sera dû lorsqu'il y aura un espacement des jonctions serrées. Et dans quel cas il y a espacement des jonctions serrées? Soit lorsqu'il y a une augmentation des proliférations bactériennes. Et dans quel cas il y a augmentation des proliférations bactériennes? Une production trop découplée. Lorsque il parvient dans le côlon trop de déchets. Il parvient normalement dans le côlon à peu près 20 grammes de protéines sous forme de collagène. À peu près 20 grammes de glucides non digérés et à peu près 20 grammes de graisses non digérées. Tout ça permet le développement des flores correspondantes. Or, s'il parvient au bout de 20 grammes, 30-40 grammes non digérés de chaque, les flores vont être multipliées par 2 ou par 3. Et la production de toxines va décupler. Et la muqueuse va être corrodée. Et là, il va y avoir un passage anormal de toxines et de macromolécules. En fait, il faut simplement digérer normalement. Et pour digérer normalement, il suffit de manger sobrement et de ne pas grignoter. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec tel ou tel aliment. D'autre part, quand la digestion devient laborieuse, il se produit une hyperémie de la muqueuse, un afflux de sang à la muqueuse intestinale. Et cette hyperémie entraîne une mise en tension de la muqueuse et donc un écartement des jonctions serrées. Mais tout ça n'est pas dû à tel ou tel aliment, cela est dû à la maldigestion, elle-même due au grignotage ou à l'excès de nourriture. Et à certains aliments, bien sûr, comme les sirops, les sodas, les limonades, bien sûr. Et puis un aliment qui est le poison numéro 1 de l'être humain, le soja cru. Un monsieur qui mange le matin un pain à 6 céréales avec du miel, un jus d'orange, des dattes, des noisettes, des amandes et un yaourt. Ce monsieur qui mange bio sera plus empoisonné que l'individu à côté qui prend un pain à une farine et une tranche de viande et son café. Le plus empoisonné, c'est pas le deuxième. Lui, il va ingérer en produits toxiques une vingtaine de milligrammes. Le mangeur de bio, il va faire 30 ou 40 grammes de produits toxiques. Voilà. Bien comprendre. Ce qui empoisonne, c'est ce qu'on ne digère pas. Et on peut manger bio et être considérablement empoisonné. Un végétalien qui va manger une banane, un jus d'orange, des noisettes et des dattes, il est empoisonné. Sa boîte bio est végétale. Parce que l'organisme ne peut pas digérer cela. Donc, au lieu d'avoir le haro sur certains aliments, ces gens-là devraient apprendre la physiologie digestive. Ils comprendraient ce qui empoisonne. Quand vous dites que l'organisme ne peut pas digérer tout cela, c'est-à-dire pas tout cela ensemble. Il peut digérer tout cela, mais pas ensemble. Voilà. Voilà. Et l'utilisation des lavements et de l'hydrothérapie du côlon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Si vraiment un individu a une constipation très basse, surtout rectale, et si les selles sont tellement dures qu'elles déchirent l'anus, entraînent des saignements, des irritations graves, je pense que un lavement utilisé judicieusement au moment opportun peut être favorable, bien sûr, je pense. Mais pas en faire une habitude pour traiter la constipation. S'il y a constipation, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce un manque de fibres? Est-ce un manque de vitamines du groupe B? Est-ce que c'est un manque d'eau? Est-ce que c'est un manque ou un excès de protéines? Est-ce que c'est un manque de graisse ou un excès de graisse? Comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un manque d'exercice? Aussi. Comprendre pourquoi on est constipé. Maintenant, dans les constipations occasionnelles, lorsque le rectum ou l'anus risque d'être abîmé par une selle trop dure, trop irritante, oui, je suis pour un lavement là. Je suis pour un lavement. Mais pas en faire un usage régulier. Est-ce que ça présente un danger, l'utilisation régulière de... Mais oui, parce que l'organisme ne fonctionnera plus qu'avec ça.
Et ça peut poser des problèmes au niveau de la flore intestinale aussi ou pas? Oh, pas forcément, pas forcément. La nature de la flore dépend de la nature des déchets digestifs. Donc on change une flore, pourquoi pas? Avec des probiotiques, oui, c'est intéressant les probiotiques, surtout en cas de prise d'antibiotiques. Mais quand on veut changer durablement une flore, il faut changer son alimentation. Par contre, l'irrigation colonique, ça peut s'accepter 1 ou 2 fois par an. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça qui va supprimer la cause des maladies. Par contre, pourquoi pas? Mais il y a un grand écueil à savoir. C'est que les irrigations coloniques doivent être faites à l'eau salée, à 9 grammes litre. Si l'irrigation est faite à l'eau ordinaire, tous les minéraux du sang, calcium, magnésium, les oligoéléments vont passer dans le sang. Différence aussi, pourrait faire une isotonie. Et là, l'individu, avec un lavement colonique à l'eau ordinaire, risque d'être décalcifié et déminéralisé pour plusieurs mois. Spasmophilie, fatigue, etc. Et si c'est une cléose en plaques, le périmètre de marche sera donc très réduit après l'irrigation. Donc, irrigation colonique, pourquoi pas de temps en temps? Je n'ai pas une opinion totalement tranchée. Je pense que c'est peut-être favorable 1 ou 2 fois par an. Peut-être. Peut-être. Mais attention, n'oublions pas que l'empoisonnement de l'organisme vivant, c'est aussi les déchets cellulaires. Vous pouvez rester 30 jours sans sel, mais vous ne restez pas 30 heures sans uriner. Hein? J'ai une vedette de cinéma qui est venue me voir un jour et que j'ai soignée. Elle est restée 35 jours sans aller à sel. Et je lui dis, vous ne vous sentiez pas... Bon, d'abord, on était devenus presque amis. Hein, au bout de certains temps, son mari qui était un peu jaloux, bêtement, parce qu'il n'y avait rien. Hein. Et alors, je lui dis, mais vous n'aviez pas quelques pertes blanches, vous n'aviez pas des mucosités, vous n'aviez pas des boutons sur la peau, vous n'aviez pas des phénomènes de vous sentir... Mais elle me dit, mais rien, Robert, rien du tout. Je me sentais seulement devenir comme une cathédrale. L'accumulation des matières. Voilà. Donc, c'est une longue discussion. Il y a les toxines que véhicule le sang proviennent soit de l'alimentation, toxiques naturelles, comme le cyanure, arsenic, cadmium, 3-4 benzopyrène du tabac, produits chimiques des sodas, les molécules de synthèse, les pesticides et fongicides, ça c'est monstrueux, c'est générateur d'Alzheimer, non seulement de cancer mais d'Alzheimer, les toxines intestinales, mais aussi les résidus de métabolisme de la cellule et les cadavres cellulaires. Ils meurent chaque jour. Nous sommes constitués de 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules, il meurt chaque jour 1000 milliards de cellules. Il y a tous ces cadavres cellulaires à éliminer. Ce n'est pas que l'intestin. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Il y a des cas où cette rétention de toxiques et toxiniques a une origine alimentaire, d'autres fois intestinale, et d'autres fois une origine métabolique. Par exemple, quelqu'un qui voit son taux d'urée augmenter et qui perd ses albumines dans les urines, sa toxinaphémie, elle n'est pas intestinale, elle est rénale. Elle est totalement rénale. Voilà. Donc, c'est des simplifications à outrance. Alors, autre chose, le jeûne en tant que pratique thérapeutique. Le jeûne. Voilà. Alors, la normalité de la pratique, les excès, jeûne sec ou jeûne à l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Le jeûne, c'est ce qu'on appelle jeûne, c'est tout simplement l'abstention de nourriture, mais pas de l'eau. On doit absolument boire à sa soif quand on jeûne. La durée du jeûne, si on est dans une maison, surveillée par un praticien compétent, et si l'on a des réserves pondérales, le jeûne peut être assez... Merci. Le jeûne peut être assez long. Il peut atteindre
Une semaine, 10 jours, 15 jours, parfois plus. Tout dépend si notre individu d'1,70 m pèse 85 kilos ou s'il en pèse 48. Et dans le cas de personnes qui ont déjà une vitalité déficiente, qui ont un poids très bas et qui sont fragiles, est-ce que c'est conseillé ou pas? Non, 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 en général, ce ne l'est pas. Ce ne l'est pas. Ce ne l'est pas. Ces personnes-là pourront, une fois par mois ou tous les 15 jours, éventuellement, en restant au repos intégral, enfin, le repos, oui, presque intégral, faire un jour de jeûne ou de diète au velouté de légumes et pommes de terre. Si l'on est très maigre, il ne faut pas jeûner. Faut pas jeûner. Il y a des exceptions. Si cette maigreur provient non pas d'une alimentation incorrecte, mais d'une mauvaise digestion et assimilation, des petits jeûnes très courts pourront restaurer la digestion et l'assimilation. C'est très spécifique là, particulier, spécial. Mais globalement, en général, une personne maigre ne devrait pas jeûner. Sauf certains types de maigreurs. Qui n'ont pas une origine alimentaire. Même chose pour l'anémie. Si on a une anémie chez quelqu'un qui manquait de protéines, de B12, d'acide folique, etc., le jeûne est formellement contre-indiqué. Mais si on a l'anémie chez une personne qui mangeait largement des protéines, de la B12, là, c'était peut-être pas une anémie par carence d'apport, mais ça peut être une anémie par intoxication de la moelle, le berceau des globules rouges, le berceau des globules blancs, le berceau de l'immunité. Là, en détoxiquant la moelle par des petits jeûnes très courts, d'1 jour, répétés tous les 8-10 jours, on pourra peut-être améliorer cette anémie par le jeûne. Donc c'est complexe. Tout dépend si on parle d'une véritable carence ou si l'on parle d'une carence par rétention toxique et toxinique. Voilà. Ainsi, pendant le jeûne, on voit des gens qui avaient des ongles mous, leurs ongles se durcirent. Alors qu'il n'y a pas d'apport de calcium ni rien. Donc il y avait bel et bien les minéraux dans l'organisme, l'organisme n'était pas capable de les utiliser. Et la désintoxication des parathyroïdes, de la thyroïde, des surrénales, etc., des organes qui métabolisent les minéraux, permet à nouveau l'utilisation des éléments présents. Donc, mais en général, quelqu'un de vraiment maigre ne doit pas jeûner. Ni même de quelqu'un qui a peur du jeûne. Ou l'obésité avec insuffisance émonctorielle. Ou encore le vrai diabète de type 1. Ne doit pas jeûner. Il ne faut pas jeûner, non, absolument pas. C'est formellement contre-indiqué. Pourquoi le jeûne à l'eau et pourquoi pas le jeûne sec? Le jeûne sec, la technique, c'était ne pas boire pendant 24 à 48 heures et plus, voire 2 jours. Et puis après, l'assaut liquide, on buvait 2-3 litres d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand on ne boit pas? Vous urinez, vous suez, vous respirez, vous perdez votre eau. Donc le sang devient très épais et il se concentre. Le sang, vous faites inévitablement de l'hémoglobine. Et après, si vous buvez beaucoup de liquide, vous entraînez un choc de l'organisme qui peut entraîner une rupture vasculaire et la mort. C'est une aberration. C'est une aberration. Parce que M. Casasnovas conseille de faire des jeûnes secs. Il dit qu'il a fait 50 jours. En fait, c'est pas ça. Il a fait 40... un jour de jeûne, un jour de nourriture. Ouais, il dit qu'il a fait là, 40... on se moque du monde un peu. Je trouve qu'on se moque un peu du monde. Le jeûne sec tue. Et maintenant, le jeûne avec randonnée est extrêmement dangereux aussi, avec randonnée. Quand on jeûne, on doit se reposer. Comme l'ont montré les grands protagonistes du jeûne, Shelton en Amérique, qui a écrit un bouquin magnifique là-dessus. Shelton, c'était vraiment un grand maître. Shelton, chez nous, Dr Vivini, en Suisse, Berthollet, etc. Tous ces gens-là ont insisté pour le repos pendant le jeûne. Et le jeûne avec randonnée est très dangereux. On risque quoi avec le jeûne et randonnée? Voilà. Ah ben écoutez, la littérature mondiale montre, pour les grands sportifs et les sportifs, les marathoniens, les skieurs de fond, les nageurs en eau froide de longue durée, montrent que ces personnes
souffre de dysbiose intestinale, déséquilibre des flores, de perturbations de l'intestin et parfois de saignements intestinaux. Ça, la littérature mondiale. Que se passe-t-il quand on fait un effort intensif? Il se produit au niveau des structures du grêle et du côlon ce qu'on appelle une ischémie. Une ischémie, c'est une anémie mécanique. C'est que le sang est chassé des structures du tube digestif vers les muscles en travail. Il se produit une autre répartition de la masse sanguine quand on fait un effort important. Et cette ischémie, cette disparition momentanée du sang de la muqueuse entraîne des micro-lésions de la muqueuse et un déséquilibre de la flore. Ces lésions de la muqueuse se réparent au repas suivant par un acide aminé qu'on appelle le L-glutamine, qu'on trouve dans l'alimentation. Et les lésions du côlon sont réparées par un acide gras, le butyrate. Donc chez quelqu'un qui fait un effort intensif, s'il mange, il répare les lésions de son intestin. Quelqu'un qui fait du jeûne et de la randonnée. C'est une randonnée de 10-15 km tous les jours, surtout en terrain escarpé, surtout en montagne. Ce n'est pas le même effort que l'effort d'un skieur de fond ou d'un marathonien. Il est moins important, mais il se produit quand même une ischémie du grêle et du côlon. Il se produit quand même une ischémie qui est moins forte, qui est plus relative, mais il se produit une ischémie. Il va se produire des micro-lésions du grêle et du côlon. Mais comme l'individu ne mange pas, il n'apporte pas le L-glutamine ni le butyrate qui vont restaurer ces micro-lésions qui sont certes beaucoup plus faibles que dans le marathonien, plus faibles, mais ne sont pas réparées. Et si le jeûne dure 10-15 jours, micro-lésion après micro-lésion, la personne par la suite pourra souffrir de dysbiose intestinale et surtout d'entéropathie ou de colopathie. Si elle refait ses jeûnes tous les années, surtout chez une personne déjà fragilisée. Donc on risque d'abîmer son intestin parce qu'on ne le répare pas. Très bien. Ça n'a jamais été dit par personne, bien sûr. On en parlera dans 10 ou 15 ans, je pense. Et puis, il y a aussi une deuxième chose. C'est que lorsque l'on jeûne, il faut savoir que le corps se nourrit. Il y a non seulement le dispatching vital que l'on a évoqué, mais le corps se nourrit, puisque nos cellules ne peuvent pas rester même une seconde sans être nourries. Donc elles pompent sur les Alors, réserves. comme les nutriments ne viennent pas du tube digestif, les cellules les trouvent ailleurs. Les enzymes, au lieu d'être déversées dans le tube digestif, c'est un autre type d'enzyme que les cellules déversent dans le sang. Ces enzymes sont douées d'intelligence. Elles vont attaquer les muscles pour faire des acides aminés et les graisses pour faire des acides gras et du glycérol. À une partie des acides aminés, car l'insuline va chuter et le glucagon va monter pendant le jeûne. Et du fait de la montée du glucagon, le corps fabriquera du sucre à partir des acides aminés et du glycérol provenant des graisses. Mais les 5 premiers jours du jeûne, la protéolyse musculaire domine sur la lipolyse. Après 5 jours, l'organisme s'établit autrement. Le corps devient capable d'utiliser les corps cétoniques. Donc c'est la lipolyse qui va dominer sur la protéolyse. Mais les 5 premiers jours de jeûne, la protéolyse dominant, n'est-il pas dangereux de faire travailler des muscles qui sont en protéolyse? Ne risque-t-on pas 4-5 ans après une myopathie dont on ne s'expliquera pas l'origine? Hypothèse, c'est tout. Donc mes 2 mises en garde contre les jeûnes avec randonnée. Donc jeûne avec eau et au repos. Il faut absolument, mais bien sûr, et repos, et repos. Alors, la propagande des mouvements végétaliens et crudivores nous montre souvent des exemples de
de sportifs amateurs ou de sportifs de haut niveau, Bien sûr. avec de Mais belles oui, musculatures. bien sûr, ils vont en pharmacie chercher des compléments alimentaires Voilà. dont ils se bourrent. Mais bien sûr, on est un peu, comme dirait un certain chansonnier, vous voyez, debout. Hein, on l'est, debout. Bien sûr. C'est comme la B12, ils prennent des vitamines de synthèse, bien sûr. Vous pouvez vous abstenir de respirer l'air, hein, si vous respirez un air artificiel avec une bonbonne. Hein. Enfin, air artificiel, bon. Ouais. Mais non. Ça, c'est totalement faux. Totalement faux. Téléphonez donc à Alain Gestin, Plein-Neuf-Valandré. C'est pas le téléphone là même. Cet homme s'est inscrit à mes cours. C'est une belle histoire d'ailleurs. Elle est intéressante à divers titres. Son père meurt d'un infarctus à 47 ans. Son frère meurt d'un infarctus à 47 ans. Lui, vers autour de 44 ans, il sent les douleurs au cœur, au petit doigt. Il dit, ça y est, je vais passer comme mon père, comme mon frère. Il s'arrête de boire. Il s'arrête de fumer. Il se met au quasi-végétalisme. Et il fait de l'exercice. Tous les jours, 70 km de course marché. 70 km. Et tous les années, il se lançait le défi de courir jusqu'à il tomberait. Enfin, c'est une course marché, c'est pas une course... Il ne dépassait jamais 700 km. Il s'inscrit à mes cours. Je lui dis, Alain, c'est bien, tout ce que tu fais est bien, mais vu ton entraînement physique intense, prends 2 œufs le matin, un peu de la viande à midi, du poisson le soir. Il le fait, et il passe de 700 km à 3300 km. Et entre 53 54 ans à 7000 km. Il est donc passé de 700 à 7000 km. Et là, moi j'ai pas de photo, j'ai plus de photos. Et alors, quand il est passé à 3300, il a fait Moscou. Et après, il a fait Dakar, Paris à la marche. En traversant les déserts avec ses 200 litres d'eau. Alain Gestin, Plein-Neuf-Valandré. Et puis, alors, il a été tellement bien accueilli par les Russes qu'après, il est parti avec des camions, leur livrait. Il sacrifiait le poulet pour le petit Français qui passait, c'était magnifique. Voilà. Eh bien, voyez, lui, en montant ses protéines, il a multiplié par 10 ses performances. Et puis, il est là maintenant. Il doit avoir 55, 57 ans. Et il n'est pas mort. Ouais. Hein, contrairement à son père, à son frère. Non. Il y a une manipulation incroyable. C'est la guerre de l'image, c'est de la Mais propagande. oui, regardez voir une émission qui est souvent très intéressante. On voyait un médecin très connu. Alors regardez comme on est manipulé. On nous disait que les protéines sont dangereuses. Les protéines de l'animal sont dangereuses. Très bien, c'est dangereuse, elles seraient même cancérigènes, etc. Et dans le flot des paroles, il était dit, mais quand on ne prend pas de viande, il faut manger des œufs, du poisson. Mais ça ne s'entendait pas dans le discours, ça ne s'entendait pas, ça glissait. Les gens entendaient que la viande 1 fois ou 2 par semaine. Et après, il comparait l'alimentation des habitants de Tokyo et des Français. Et on nous disait, après nous avoir dit que là, les protéines animales étaient nocives, dangereuses, voire peut-être cancérigènes, que les habitants de Tokyo, le matin, ne mangeaient pas comme nous des croissants, du pain, du beurre, de la confiture, mais mangeaient du poisson, des œufs de poisson et voire du sperme de poisson. À midi, ils mangeaient ou du cochon ou de la viande. Et parfois le soir de la volaille, du cochon ou du poisson. Donc voilà des gens qui mangent 21 fois par semaine des protéines. Et on nous disait que les habitants de Tokyo, chez eux, les maladies de la vieillesse commencent après 70 ans. Et chez les Parisiens, après 50 ans. Alors on dit que les protéines animales sont dangereuses, que les habitants de Tokyo prennent 21 fois par semaine. Et leur maladie de vieillesse commence 20 ans plus tard que nous. Nous en prenons 21 fois moins qu'eux, beaucoup moins qu'eux, et nos maladies de vieillesse commencent 20 ans plus tôt. Comprenne qui pourra. Est-ce que les gens sont des bœufs, sont des veaux, comme disait De Gaulle? Est-ce que De Gaulle avait un manque de respect ou il disait juste? Je ne sais pas. Là, on pourrait penser que De Gaulle disait juste.
Hein. Juste. Vous voyez comment on manipule. Alors je vais vous dire 2 mots sur la viande cancérigène quand même. Ah, dites-moi. Ben, bien sûr, bien sûr. Chose très simple. Entre les années 75 et 95, peut-être un peu plus, à Paris, je me suis occupé beaucoup de ces gens qu'on appelait des culturistes, qu'on appelle maintenant des bodybuilders, comme Oui, on prononce. oui. Bodybuilder. Bodybuilder, ouais. Bodybuilder, ouais, bon. À cette époque, ces gens-là, pour avoir une masse musculaire importante, mangeaient 3 kilos de viande par jour. Par jour. Ou 60 blancs d'œufs par jour. Ces gens-là ont maintenant entre 70 et 90 ans. Tous ceux que j'ai revus, je n'ai pas vu un seul cancéreux. Je n'ai pas vu un seul cancéreux. En tout cas, il n'y en a pas plus que chez Monsieur le Tout-le-Monde. Ils devraient tous être cancéreux, ces gens-là. Ils sont plutôt en meilleur état que Monsieur Tout-le-Monde. Mieux que cela, quand nous sommes arrivés chez les Esquimaux du Grand Nord, un vieillard de 70 ans était parfaitement présentable. Il n'y avait pas de maladie vasculaire. Il y avait un peu de rhumatisant chez les très âgés. Il n'y avait pas un seul cas de cancer pour tout le peuple esquimau. Pas un seul cas de cancer. Pas de problème psychologique. Tout ce qu'on observait, c'était des fois des problèmes pulmonaires, c'est ceux qui étaient restés sur la glace plusieurs heures. Ce n'était pas une maladie, ça. C'était le choc thermique, autre chose. Or, quelle était leur nourriture? À 90% carnée. Les caribous, les rennes, les poissons qu'ils pêchaient, et à 10% végétal. Les lichens qu'ils prenaient dans l'estomac des caribous, et certaines baies séchées, qu'ils faisaient sécher, des baies de la banquise. 90% animal. Le cancer n'existait pas. Pas un seul cas. Et nous sommes arrivés avec nos conserves, avec nos plats cuisinés, avec notre alcool, avec notre tabac, avec nos médicaments, avec notre vaccin et avec notre psychologie. Et là, 8-10 ans après, avec la diminution de l'aliment carné, de l'alimentation carnée, et la consommation de beaucoup plus de plats préparés, avec la diminution des apports carnés, le cancer est apparu. Pas avec l'apport carné, mais avec la diminution des apports carnés. Hein? Là, on peut penser au mot de Bigard, au lait. Souvent dans la propagande végétalienne et crudivore, on met en avant, en tout cas pour ce qui est du végétalisme, on met en avant le rapport Campbell. Le rapport Campbell de 2005. Plein de rapports dits scientifiques ont été manipulés. Il y a une excellente émission à la radio, sur la télévision, sur les maladies cardiovasculaires. Le médecin américain qui a été chargé dans les années 80-90 d'établir les rapports entre les maladies cardiovasculaires et les graisses alimentaires a tout manipulé. Et le monde entier, la planète entière a suivi. Alors qu'il a manipulé dans les statistiques, il a retenu les peuples qui mangeaient gras et avaient pas mal de problèmes cardiovasculaires, et il a éliminé tous les peuples qui mangeaient une alimentation richement grasse et qui avaient un bon état cardiovasculaire. Il a purement et simplement éliminé ce qui était contre la théorie. Donc, on manipule les statistiques. Dans quel but, à votre avis? Pardon? Dans quel objectif, à votre avis? De vendre les médicaments contre le cholestérol. Puisque même à un moment donné, quand le taux de cholestérol normal était à 2,50, les cardiologues se sont réunis, on ne vendait pas le médicament, on a ramené à 2 grammes, et là on a multiplié par 1000 la vente. Bien entendu. Plein de manipulations ont été, plein de statistiques ont été manipulées de façon honteuse, quand on va asseoir une théorie. Plein. Donc on a besoin de graisse, on a besoin de protéines animales. On a besoin, l'homme est fondamentalement omnivore. Il a besoin absolument de tout, mais le plus bio possible, le plus équilibré possible, le plus frugal possible. Voilà. L'homme atteint les plus hauts niveaux de santé quand il mange tout. Regardez Madame Calment, son petit verre de vin, son petit chocolat. Par contre, elle mangeait peu. Elle faisait que 2 repas par jour.
Il faudrait peut-être insister là-dessus. Et puis elle cultivait ce qu'elle appelait le je m'en foutisme. C'est une autre histoire. Elle avait bien raison d'ailleurs. Il faut voir les gens qui pratiquent, c'est tout. Non, écoutez-moi, les rapports sont comme ça. On étudie un peuple et on fait des moyennes. On veut faire des moyennes en tout. Regardez la théorie des 5 fruits et légumes, qui est une aberration. Mais ça va durer combien de temps avant qu'on démonte ça? C'est la même chose. Tout le monde ce rapport, j'étudierai, je vous dirai ce que j'en pense, mais plein de statistiques, regardez, des statistiques ont été faussées sur la vitamine C, des manipulations, comment, Henri Cheffoy racontait de cette femme, de cette centenaire végétalienne, pareil partout de cette centenaire végétalienne, cette bretonne, on va sur place, elle mangeait des œufs, elle pouvait 2 litres de lait par jour. Donc on est prêt à manipuler, à dire n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Vous voyez Marchesson, faut pas manger de viande, mais se taper les steaks. On fait n'importe quoi. Les gens n'hésitent pas à mentir effrontément. Que penser des témoignages des gens qui témoignent de guérison de différents problèmes? Mais bien sûr. C'est ce que vous aviez dit au tout début. Mais quelle que soit l'alimentation, que vous mettez à manger bio, vous faites des petits jeûnes, que vous enlevez plein d'âmes, vous avez d'abord une détoxication, un allègement digestif et métabolique et vous guérissez. Vous avez une personne qui a de l'eczéma. Personne n'a de l'eczéma. Vous lui enlevez les fruits, vous lui enlevez les farineux, vous lui enlevez les grains, dans tous les cas vous améliorez votre eczéma. Dès que vous enlevez quelque chose, c'est cela le mécanisme guérisseur. Mais après, les carences apparaissent. Voilà. Il serait possible d'être crudivore si l'on gardait de la viande à midi crue, du poisson cru le soir, et que l'on associait cela avec une salade verte ou une autre crudité, et puis largement avec cela un plateau de céréales variées. Par exemple, l'individu qui ferait des crudités variées, allez, à peu près 20% du poids du repas, ensuite un steak ou un poisson, et ensuite largement des céréales crues germées, aurait un repas cru équilibré. Mais il va manger froid, et avec le temps, il va avoir un épuisement des mécanismes digestifs. Il va quand même perdre du poids, mais il ne fera peut-être pas de terribles maladies. Pourquoi pas un crudivorisme équilibré, à condition qu'il n'y ait pas un excès de fruits. Par exemple, faire 2 repas par jour, midi, crudité, 20 à 30% du poids du repas, allez. Une bonne viande et des céréales germées, sans fruits. À 17h, un fruit, quelques noisettes, quelques amandes. Et le soir, même repas que le midi, avec un poisson au lieu d'une viande, avec largement de céréales germées. Et le matin, 2 belles bananes, 2 ou 3 belles bananes et des oléagineux. On aura un crudivorisme équilibré. Mais le fait de manger froid va entraîner un spasme des voies digestives et un épuisement avec le temps. Et le fait de manger cru va entraîner l'épuisement digestif. Mais ce crudivorisme, un tel crudivorisme, pourra perdurer assez longtemps. Mais il y aura l'épuisement digestif et l'amaigrissement quand même. Malgré tout. Malgré tout. Mais si dans un crudivorisme, on enlève les protéines animales, ce sera une catastrophe. Et si en plus on abuse de fruits, on ajoutera la décalcification. En combien de temps ces processus peuvent arriver sur le frugivorisme par exemple? Un crudivorisme avec beaucoup de fruits, chez un individu qui serait maigre, la catastrophe peut arriver en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, la perte de poids peut être très rapide. Très rapide. En quelques mois alors même. Un individu qui mesurerait 1m75 et qui pèserait 55 kg, par exemple,
qui se mettrait au crudivorisme, dans lequel il y aurait beaucoup de fruits, et plein de protéines animales, en 6-8 mois déjà, il va être déjà vraiment décati. En 6-8 mois. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un point particulier sur le crudivorisme frugivore? Quels en sont les résultats? Est-ce que vous pensez que... Il me semble que vous en parlez dans vos livres comme étant l'un des crudivorismes les plus dangereux. Un crudivorisme végétal, sans protéines animales, avec beaucoup de fruits, c'est quelque chose d'effrayant. D'effrayant. Là, la destruction de la santé se fera en un temps qui ira. Allez, on va être optimiste. De 6 mois à 2 ans. C'est inévitable. Cette méthode-là ne peut pas entraîner de destruction. Un crudivorisme dans lequel on a laissé les protéines animales et dans lequel la quantité de fruits est raisonnable pourra sans doute être suivi en un temps assez important. Alors, mais il y aura quand même la perte de poids. Sur ce point précis, Thierry Casasnovas affirme qu'une alimentation 100% crudivore, essentiellement frugivore, est sans danger, absolument sans danger. C'est un odieux mensonge. Je ne parle pas. Ceci est un odieux mensonge. Un odieux mensonge. Odieux mensonge. Une alimentation sans protéines animales, avec un excès de fruits, ne peut pas ne pas détruire. Déjà, un simple excès de fruits va détruire. Et si en plus, il n'y a pas de protéines animales, la destruction est inévitable. Inévitable. D'abord, il n'y a pas de B12 non plus dans cette alimentation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de B12, il n'y a pas de D3. Pas de B12, il n'y a pas de D3. Il n'y a pas de PA, il n'y a pas de DHA. Il y a un manque de fer et de zinc, déjà, aussi, en plus. D'ailleurs, ces gens-là ne se rendent pas compte de leur état, puisque manquant d'une façon effrayante de fer, la carence en fer entraîne une non-appréciation de son état, entraîne une euphorie mentale artificielle. Ces gens-là deviennent imperméables au raisonnement. Par carence en zinc, ils ne raisonnent plus normalement. La carence en zinc du végétalisme entraîne une distanciation par rapport à la réalité. Ces gens-là planent. Le manque de fer entraîne une euphorie qui fait planer et qui fait que ces gens ne perçoivent plus les réalités. En plus de ce que nous avons déjà dit. Alors, imaginons que des gens nous écoutent et qu'ils aient envie de se lancer quand même, malgré les préventions, sur ce type de régime. Ce que vous avez à leur conseiller, c'est surtout de laisser leurs enfants en dehors de ça. Ah ben oui, d'autant plus. Ben bien entendu. Bien entendu. Parce que quelque part, vous vous rendez compte? C'est ce qui est grave, c'est-à-dire que ces gens-là se lancent dans ce type de régime en pensant acquérir la pleine santé, et vous imaginez bien qu'une mère de famille veut le meilleur pour ses enfants, donc elle sera d'autant plus stricte avec ses enfants sur ce type de régime. Elle risque peut-être d'être encore plus sévère avec ses enfants en pensant que ce sera d'autant mieux. Et ça, elle se dira, plus le régime est appliqué, plus mes enfants se porteront bien. Bien sûr. Quelquefois, certaines personnes demandent plus à leurs enfants qu'ils ne font eux-mêmes. Parce qu'au moins pour eux, ce sera parfait. Pensons bien fait, avec la meilleure foi du monde. Bien sûr. Un jour, j'ai reçu à Paris un grand escogriffe qui avait presque 2 mètres de haut. Maigre comme c'est pas possible. Il vient avec sa femme, il s'installe. Je lui dis, qu'est-ce que vous amène, monsieur, dame? Ben, c'est pour la petite. Oui, c'est une gamine. C'est tellement longtemps que... Oui, c'est une gamine, je crois. C'est ça, c'est pas un garçon, c'est une gamine. C'est pour la petite. Elle me dit, ben, alors, qu'est-ce que vous amène? Ben, on va vous montrer, monsieur. Elle était enrobée de pansements de la tête aux pieds, comme Lazare, vous savez. Ils enlèvent les pansements, c'était une plaie. Ça coulait de partout. Tout le corps coulait. Des yeux enfoncés dans les orbites. La gamine devait avoir, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans. Marchait pas. Elle était dans un couffin. Alors je dis, mais comment vous nourrissez cet enfant, monsieur? Il me dit, monsieur Masson, que des produits purs. Je comprenais déjà. Qu'est-ce que vous entendez par des produits purs? Que des végétaux. Des laits végétaux. Vous ne donnez pas d'œufs, pas de fond, non, pas de viande, rien que des végétaux. Alors je dis, monsieur, votre petite est en train de mourir, là. Vous voyez, elle meurt. Elle est en train de mourir, monsieur. Il regarde sa femme. Il lui dit, chérie,
remets les pansements à la petite, nous sommes tombés sur un fou. Ils sont partis sans me payer, je m'en fous totalement. Bon, moi, j'ai toujours été un imbécile sur l'argent. Bon, c'est pas maintenant que je vais changer. Et on arrivait sur le pas de la porte. Il m'a dit, Monsieur Masson, je dirige une coopérative de produits biologiques, je vous massacrerai. Je lui dis, faites, monsieur, je ne suis pas un ennemi prêt. Voilà. Et vous savez Voilà. ce qui Et est cet devenu enfant cette petite- il n'a pas pu survivre, c'est impossible. Mais comment on peut être aveuglé? Mais comment on peut être aveuglé à ce point? Vous avez fourni une petite biographie de Thierry Casasnovas. Est-ce que vous l'aviez lu ou pas? Oui, j'ai lu, Voilà. oui, j'ai lu. Qu'est-ce Mais que- ça, si vous voulez, l'homme ne m'intéresse pas. Non, mais moi, c'est plutôt, sa méthode. c'est plutôt le parcours qu'il a suivi. C'est-à-dire que sur Internet, il y a toute une légende qui fait qu'il y a des gens qui Ah oui, se mettent à se dire oui. que c'est un homme qui s'est détruit la santé avec la junk food, avec la mauvaise alimentation, avec la drogue, etc. Qui, étant tombé malade de cette mauvaise alimentation, est arrivé à 30 kilos et a chopé une tuberculose. Or, au moment où il fait 30 kilos et où il attrape la tuberculose, ça fait déjà plus de 7 ans qu'il est crudivore et ça fait encore plus longtemps qu'il est végétalien. Voilà. Ouais. Donc, simplement, votre Et au avis moment où il a là-dessus, pris de la viande chez Burger, c'est là qu'il c'est là qu'il a guéri. Ah oui. Voilà. Comment ça n'ouvre pas les yeux, ça? En gros, il y a toutes les chances pour que ces problèmes de santé qui l'ont amené à sa tuberculose soient dus au crudivorisme et à l'alimentation végétalienne. Mais bien sûr. Voilà, Mais oui, c'est à ça que je voulais en Ça venir. semble absolument logique, Voilà. bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Mais cet homme va faire énormément de... Enfin, pas lui, sa méthode, sa théorie et sa méthode vont faire énormément de mal. Parce que là, c'est pire que tout. C'est un végétalisme avec un but de fruits. C'est pire que les autres végétalismes. Parce que les autres végétaliens, ils mangent des céréales. Ils mangent des céréales. Il y a donc un apport pondérable d'éléments nutritionnels. Manque de protéines, bien sûr. Mais ils mangent des céréales. C'est moins grave que là. Là, il y a la surcharge en fruits. Ils prennent les céréales, mais fermentées. Mais on n'en mange pas beaucoup dans ce cas. C'est absolument aberrant. C'est aberrant. Il va remplir, c'est un monsieur qui va remplir les cimetières. Voilà. En croyant bien faire, en étant de bonne foi, certainement. Et finalement, En étant de bonne foi, certainement. finalement dans la droite ligne de ce qui a déjà été, dans la droite ligne de ce que vous avez déjà pu voir, vous, dans votre carrière, avec d'autres idéologues, Bien sûr. d'autres naturopathes. C'est-à-dire que les naturopathes sont assez idéalistes, beaucoup sont assez pour les crudivoristes. Mais beaucoup, avec le temps, m'ont téléphoné, mais c'est toi qui avais raison, c'est toi qui as raison, Robert, c'est toi. Je vous dirais ici que j'ai pas mal de coups de fil de naturopathes qui me demandent conseil, et d'autres écoles. Hein. Bon, on considère ça comme un hommage. Attends, on a raison, mais c'est comme ça. Non. Tout ça, ce sont des aberrations, ce sont des gens mal de singularisation. Voilà. Ce sont des gens mal de singularisation, dont certains, bien sûr, sont très sincères, bien sûr. Certains sont sincères. Encore que, quelquefois, quand on est venu vers un dirigeant de méthode naturelle, on leur dit, mais voyez, je suis votre méthode, mais voyez ce que je suis devenu, j'ai perdu 30 kilos, je tiens plus debout, j'ai plus de rapport avec ma femme, je ne peux plus faire de sport. Ah mais monsieur, c'est parce que vous avez mal pratiqué la méthode, parce que vous n'avez pas fait ceci, pas cela, vous êtes en période de détoxification, etc. Et le mec dit, mais non, parce que je connais plusieurs personnes qui sont dans mon cas. Ah bon, bien. Mais écoutez, n'en parlez pas trop. Je peux vous faire un chèque pour vous aider à vous taire. Vous avez vu ça déjà? Ça a été... Il y a eu des cas où ça a été jusque-là. Payer pour que les gens se taisent. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'orthorexie et L'orthomédecine. L'orthorexie. Ah, l'orthorexie, Voilà. pardon. J'entendais pas. Il faut se méfier, parce que c'est un terme qui a été inventé pour les gens qui sont contre les médecines naturelles. Il faut se méfier, c'est pas un peu orienté ça. Mais c'est vrai que la personne qui devient obsédée, mais obsédée à un point incroyable, parce qu'elle mange, ça c'est pathologique, bien sûr, bien sûr. Hein. Bien sûr que moi si ce soir je mange quelque temps,
qu'il n'y a pas de viande et comme dans une charcuterie, je ne vais pas en faire une maladie. Hein. Donc, effectivement, donc toute obsession est très, très mauvaise. Oui, bon, si on entend ça pour orthorexie, les gens obsessionnés pour manger correctement, bon, on pourrait dire que c'est quelque peu pathologique, oui, quelque peu. C'est-à-dire ne pas pouvoir manger autre chose que ce qu'on conçoit comme des aliments purs, vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 dans ce sens-là, c'est quelque peu pathologique, oui, bien sûr. Alors, pour finir, est-ce que vous avez éventuellement un conseil à donner à des gens qui, malgré tout, malgré la prévention, malgré l'information, aimeraient quand même essayer ce type de régime crudivore, frugivore, végétalien? Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui peuvent nous faire tirer la sonnette d'alarme? À quel moment devrait-il se rendre compte qu'il y a danger? Oui. Oui, alors je dirais ceci. Dans la mesure où cette personne qui désire suivre un tel régime a un fort excès de poids ou un simple excès de poids, si après avoir perdu son excès de poids, elle continue par maigrir et par se sentir devenir de plus en plus frileux, à avoir son potentiel sexuel qui s'en va, si la femme voit ses règles disparaître, si la fatigue chronique s'installe, si le rendement sportif diminue, si une petite déprime apparaît, si les ongles s'amincissent, si les dents se carient, s'il se produit des symptômes, il est temps d'arrêter. Il faut savoir que tout régime peut avoir un effet bénéfique les 3-4 premières semaines, parce qu'il y a des intoxications. Mais l'être humain, c'est comme un linge sale, il faut le laver. Mais quand il est propre, il faut arrêter de frotter. Et continuer d'arrêter de laver parce qu'il va être troué, le linge, il va se trouer. Donc après avoir enlevé les surcharges, disons, peut-être la surcharge toxinique, après avoir enlevé les surcharges pondérables, et peut-être la surcharge en toxines, une fois que c'est fait, il faut revenir à une alimentation normale, équilibrée et bio. Et pour toute personne, même ceux qui n'ont pas d'excès pondérable au début, qui ont un simple poids normal, et surtout si elles sont maigres, c'est qu'à méthode, le poids diminue encore, et que s'installe une fatigue progressivement, une frilosité, une baisse de la libido, une baisse du rendement sportif, une baisse de l'humeur, de la bonne humeur, si on se sent vieillir, si la peau se flétrit, il est temps de se poser des questions. Tout amaigrissement anormal, toute frilosité, toute déminéralisation et toute fatigue doivent éveiller l'attention. Tant qu'on reste en pleine forme, pourquoi pas? Mais dès l'instant où la forme baisse, le poids baisse, la frilosité augmente, quand les analyses de sang se perturbent, que le zinc baisse, le fer baisse, la B12 baisse, la D3 baisse, attention, attention. Hein, par exemple. Et aussi, pourquoi pas aussi, quand on devient obsédé et qu'on ne pense plus qu'à ça, là, ça se demander si ça vaut la peine d'être vécu, quand on devient obsédé. Alors, une autre chose, comment faire la différence entre la naturopathie sérieuse et le charlatanisme? Voilà. En politique, c'est peut-être une bonne question. Déjà, un naturopathe qui est sérieux, d'abord, il ne bâcle pas la consultation. Il écoute. La consultation pour comprendre une maladie, sauf si on a une très très grande expérience, mais la consultation ne devrait pas être de moins d'1 heure. C'est la première chose. Ensuite, le naturopathe doit écouter et interroger minutieusement sur l'alimentation et sur le mode de vie. Il doit conseiller peut-être des compléments. Mais s'il y a 8 ou 10 compléments alimentaires, c'est qu'on est à côté de la plaque. Moins il y a des traitements, plus le traitement est ciblé, plus
la naturopathe devrait être compétent. Par contre, l'individu qui ne vous interroge pas sur l'alimentation, qui vous donne une alimentation qui semble impossible à suivre, une alimentation qui vous frustre à mort, au propre et au figuré du mot, qui vous donne une charrette de traitement et des paniers de compléments alimentaires, il y a toutes les chances que cet homme soit incompétent. Un naturopathe compétent va être sobre dans le conseil thérapeutique, très sobre dans le conseil thérapeutique, et vous donnera une alimentation qui ne vous perturbe pas. Et s'intéressera non seulement à votre mode alimentaire, mais à votre mode de vie. Et puis il aura une consultation raisonnable. Soit il a des honoraires libres, soit il va vous demander, selon son ancienneté et sa compétence, entre 30 et 50 euros. Si c'est quelqu'un de très très connu, qui aura une consultation très longue, vous pouvez accepter entre 50 et 100 euros. Si vous êtes sûr de sa compétence. Et là, même si c'est cher, vous ne reviendrez pas le voir souvent. C'est une économie. Si le naturopathe ne s'intéresse pas à votre mode de vie et votre mode alimentaire, et s'il vous donne un wagon de traitement ou de complément alimentaire, il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il faut qu'il soit sobre dans le conseil thérapeutique, sobre dans le conseil complément. Si vous donne une liste de 20 compléments et que vous découvrez que c'est lui le concepteur ou le fabricant, méfiez-vous, méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Et l'alimentation qu'il va vous conseiller, vous devez pouvoir la suivre sans être en souffrance physique ni psychique. Ni psychique. Dès l'instant où on s'éloigne de l'équilibre alimentaire et du bio, vous avez toutes les chances d'être dans le faux. De la même façon, frustrer l'individu sur le plan psychique, pas en lui imposant une ascèse trop difficile à suivre, ça ne présente pas tellement d'intérêt d'un point de vue non, ça ne présente aucun intérêt, c'est même très grave. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux en couple, pas très heureux à leur travail. Si on leur enlève les joies que leur procure l'assiette, qu'est-ce qu'il leur reste? La déprime, il n'y a rien d'autre. Non, non, non. D'abord, une alimentation une alimentation sévère, non seulement elle déprime le corps, mais elle déprime l'esprit, bien entendu. Non, non, il faut se méfier de tout ce qui est trop sévère. Et notamment, le sans gluten, notamment, n'est bénéfique que dans des cas précis. Voir le sans caséine, voir le sans caséine. Non, non, on est fait pour manger de tout, de tout. Bien sûr, le plus bio possible, mais là, on ne va pas foncer les portes ouvertes. Bah oui. Donc, pour terminer, on répétera les conseils diététiques que vous donnez en 4e de couverture de diététique de l'expérience. Ouais, ouais. L'alimentation doit être naturelle, équilibrée, mesurée, digeste et surtout individualisée. Mais bien sûr, bien sûr. On ne peut pas alimenter un monsieur d'1,70 m, de 90 kg, infatigable, qui a un sommeil de plomb, qui dort n'importe où, qui n'a jamais froid, qui est débraillé même en hiver, qui est increvable, infatigable, qui a seulement un excès de poids, un petit peu d'hémogliase, des petites menaces cardiovasculaires. On ne peut pas alimenter ce monsieur pour lequel les fruits sont très bénéfiques, avec un intello d'1,75 m, pesant 55 kg, voire moins, qui est toujours frileux, qui a une libido très basse, qui a un sommeil qui est réveillé par une mouche. On ne peut pas alimenter ces individus de la même façon. C'est pas possible. Il y en a un qui est vitalisé par le fruit et l'autre qui est tué par le fruit. Les individus sont différents dans leur pensée, dans leur libido, dans leur amour de l'exercice, dans leur amour au sens sentimental, dans leur amour au sens sexuel. Mais on est différents jusqu'à la moindre des lignes de notre main. Il y en aurait donc qu'en nutrition que nous serions semblables. Mais attendez, où on va là? Où on va? C'est aberrant. Non. En nutrition, tout ce qui est systématique est faux. Que ce soit défendu par des grands noms ou par des petits noms. Hein? Tout ce qui est systématique est faux. Rien que déjà nous deux.
on a des points communs, tous les deux on aime beaucoup la vie, j'en suis sûr, car vous regardez. Car vous regardez, on aime beaucoup la vie, on aime bien les bonnes choses de la vie. Donc moi j'ai l'air dans la 7, je suis comme vous, mais moi j'ai l'air dans la 7. Par contre, d'un point de vue nutritionnel, vous avez des capacités que moi je n'ai pas. Il ne faut pas que je m'alimente exactement comme vous. En ce qui concerne les fruits et les légumes. Par contre, en ce qui concerne les protéines, les glucides, les lipides, on est même. Mais il y a un point sur lequel on diffère. Notre potentiel de comburation. Vous êtes un acido-neutralisant par oxydation, et moi je suis un acido-neutralisant par spoliation minérale. Donc on ne peut pas se ressembler là-dessus. Mais on a globalement pour les autres points les mêmes besoins. Donc tout ça, l'esprit de système, mais c'est vrai qu'on a besoin de tout classer, on a besoin de systématiser, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Très bien. Bah écoutez, Robert Masson, donc je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir aussi pour moi. Et j'espère pouvoir vous revoir un jour sur d'autres sujets. Voilà, oui, avec plaisir, bien sûr. Donc je vais juste rappeler peut-être s'il y a des livres en particulier que vous voulez mettre en avant. Donc la naturopathie foudroyée, c'est votre dernier ouvrage. Oui, absolument. Donc, la naturopathie foudroyée et le grand classique, voilà. diététique de l'expérience. Voilà. Il y a celui-ci qui est pas mal pour les gens qui s'intéressent à l'immunité. C'est pas mal. Mais c'est moins fondamental, voilà. C'est moins fondamental. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas. Voilà, avec plaisir. Moi, si vous voulez, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais j'ai peut-être une qualité qui est un peu rare, c'est que je m'incline devant les faits. Bon, aussi belle sur une théorie, c'est remplir les cimetières, ça ne m'intéresse pas.